La Semaine nationale des pensions de famille vient de se tenir dans la région, une initiative inter-associative qui a permis de nombreuses manifestations, portes ouvertes et rencontres. Bonjour Clara Meyer. Bonjour. Merci d'être dans ce studio, directrice d'hébergement, logement sur le territoire de l'île à la sauvegarde du Nord. D'abord, qu'a permis cette semaine ? La Semaine des pensions de famille, elle permet d'organiser différents événements qui ont lieu tout au long de la semaine et que chaque établissement peut personnaliser en fonction des désirs des résidents, en fonction des valeurs de l'association, en fonction du territoire sur lequel elle s'implante et inviter des personnes extérieures à entrer. Mais c'est plutôt un moment festif pour les résidents ou porte ouverte pour faire découvrir ? Les deux. Pour nous, l'intérêt, c'est parce que pendant la semaine des pensions de famille, on détaillera tout à l'heure ce que c'est, on fait entrer des personnes dans les lieux de vie des résidents. Donc il est vraiment important qu'on puisse faire quelque chose dans lequel les habitants se retrouvent et qui en même temps puisse servir à communiquer sur les enjeux de telle résidence dans les villes. Alors venons-en à ces pensions de famille. Qu'est-ce que c'est une pension de famille ? Une pension de famille, c'est un lieu qui regroupe à la fois des logements individuels et des espaces collectifs. En gros, c'est de favoriser le fait de vivre en logement autonome et en même temps de pouvoir vivre ensemble avec plusieurs autres personnes. C'est de l'hébergement social, privé ? C'est pas de l'hébergement, c'est bien du logement. C'est du logement accompagné, c'est-à-dire que c'est du logement presque ordinaire, sauf que on va favoriser le vivre ensemble et la vie quotidienne. Je pense qu'il existe autant de pensions de famille que de territoires sur lesquels elles sont implantées. Il y en a dans les milieux ruraux ou dans les grandes agglomérations. On en a de grande ou de petite taille. Chez nous, à la Sauvegarde du Nord, c'est des établissements qui comptent entre 17 et 25 logements à la fois. Chacun a son propre logement, sa cuisine, sa salle de bain qui lui est privative. Et au sein de chaque établissement, on a des lieux collectifs, salles d'activité, cuisine, jardin, etc., qui sont animés par les résidents, par les personnes qui y travaillent. Le mot famille, dans pension de famille, que désigne-t-il ? Est-ce que c'est fait pour les familles ? Est-ce qu'on y vit comme une famille ? Pourquoi famille ? Ça peut induire en erreur. En fait, le mot famille, je pense, il a été choisi pour justement appuyer sur le fait qu'on puisse y vivre en se sentant entouré comme dans une famille. Nous, dans les pensions de famille, on n'héberge pas de famille. C'est d'ailleurs pour aussi clarifier ça qu'on a choisi de les appeler maisons relais. Les pensions de famille, les maisons relais, c'est la même chose, sauf qu'il existe deux termes pour les désigner. On héberge des personnes isolées ou des couples, hommes, femmes confondus. Dans la région, on compte environ 120 pensions de famille, soit plus de 2700 places. Vous avez parlé tout à l'heure de logement. Logement, vous avez dit que ce ne sont pas des hébergements, ce sont des logements. Est-ce que c'est du logement social ? C'est du logement dans le privé ? C'est du logement associatif. La plupart du temps qu'on arrive à installer dans des immeubles qui appartiennent à des bailleurs sociaux, c'est des logements qui sont réglementés, c'est-à-dire que le montant du loyer, toute charge comprise, ne doit pas excéder un certain montant. Les personnes qui accèdent à ces résidences-là ne doivent pas excéder un certain plafond de ressources. Et quand on parle de logement accompagné, on reste pourtant dans la réglementation du logement, avec un bail qui est signé, avec une assurance locative, avec les APL qu'on touche, etc. Est-ce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ne pourraient pas se permettre d'avoir des logements classiques dans le privé ? Oui et non. En fait, le concept de la maison relais, c'est de pouvoir avoir un loyer charges comprises qui soit raisonnable et qui permette un reste à vivre qui soit suffisant. Cela dit, il y a un tas de ces résidents qui auraient les moyens financiers de pouvoir habiter dans le parc locatif privé ou public. Et c'est là qu'intervient l'accompagnement dont vous parliez. C'est ça. Il y a le côté accompagnement, donc on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais qui permet d'avoir un espèce de filet de sécurité avec des travailleurs sociaux qui sont là sur les aspects individuels qui touchent à la personne. Les démarches administratives liées au budget ou à l'entretien de son logement. Il y a l'accompagnement collectif. Et les maisons relais, vraiment, le but principal, c'est de rompre l'isolement, de lutter contre la solitude. Les personnes qui habitent en pension de famille, c'est pas tant qu'elles n'aient pas les moyens d'habiter dans un lieu plus ordinaire, mais c'est aussi qu'il y a un désir de partager des moments de vie et aussi de pas se couper du monde qui les entoure. On a des personnes qui sont
souvent isolés, et la pension de famille peut être une vraie réponse par rapport à cette problématique d'isolement. Alors, je vous propose justement d'écouter un court témoignage, celui de Jean-Luc, qui vit donc dans une maison relais, la maison relais de Roubaix. Et si vous pouvez mettre le casque pour l'écouter, une maison où il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Diminuer un peu les petits problèmes d'alcool et pas mal de tabac aussi. J'arrive à diminuer de moitié déjà depuis que je suis arrivé. Là, ça m'a permis de me réveiller, de revivre. Ça m'a mis un coup de pied au cul, on va dire. J'ai repris mes démarches de soins, les trucs administratifs, les rendez-vous. Tout se remet en place petit à petit là. Ça va beaucoup mieux. Je me suis senti franchement bien accueilli. On se sent bien entouré, on se sent soutenu, aidé. Voilà le témoignage de Jean-Luc à Roubaix, qui a aussi repris contact depuis qu'il est dans cette maison avec ses enfants. Est-ce que vous le connaissez ? Pas intimement, mais je l'ai rencontré. Est-ce qu'il est représentatif des personnes qui peuvent arriver dans les maisons relais ? Encore une fois, oui et non. On a un public très éclectique dans les maisons relais. On a des personnes qui ont connu des parcours avec des accidents de la vie, avec des séparations conjugales, parfois des passages à la rue, parfois des expulsions, parfois des séjours dans des logements insalubres. Le problème de ce monsieur, en l'occurrence, c'est que suite à une rupture de la vie, il a un peu lâché la rampe, comme on dit, et il s'est coupé du monde, et puis la situation vis-à-vis de son logement a dégringolé, si bien que il fallait pouvoir lui proposer autre chose pour éviter d'autres ruptures dans son parcours. En une trentaine de secondes, on comprend ça lui permet d'être reprise en main et de reprendre sa vie en main. Est-ce que ça veut dire que ces maisons sont juste une étape finalement, et que l'objectif final, c'est que les personnes qui y résident puissent en sortir ? Il y a des résidents qui se saisissent de la maison relais comme une étape dans le parcours, c'est-à-dire à un moment donné, ils identifient que ça pourrait être une bonne idée pour eux de s'installer dans un logement comme celui-là, le temps de se retaper et puis ensuite de se sentir en mesure d'aller seul dans un logement ordinaire. On a aussi pas mal de personnes qui restent sur la durée parce qu'ils s'y sentent bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai logement. Il n'y a pas de limitation de durée. Nos 2 résidents les plus anciens à la Sauvegarde du Nord habitent en maison relais depuis 17 ans. Depuis 17 ans en maison relais. Dans la région, je le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de 2700 places en maison relais ou en pension de famille. Est-ce que c'est suffisant ? Combien est-ce qu'il en faudrait ? C'est jamais suffisant, mais ce qui est très bien, c'est que depuis le plan quinquennal du logement d'abord qui a eu lieu en 2017 et qui s'est répété par la suite, on a vraiment des politiques publiques et des services de l'État qui encouragent ces formes d'habitat-là. Parce que justement, quand on dit logement d'abord, c'est pour éviter qu'on puisse avoir d'autres ruptures dans le parcours des personnes et qu'elles puissent se retrouver à la rue avec des situations qui se dégradent et qui sont d'autant plus difficiles à réinsérer socialement. Les maisons relais, ce sont des formules où les personnes payent un loyer, reprennent un rythme de vie, peuvent s'insérer. On a des gens qui travaillent, qui habitent en maison relais, qui ont une voiture, etc. Et du coup, c'est vraiment une solution qui permet à la fois de redonner une place d'acteur aux habitants, puisque c'est pas nous qui faisons de la magie pour eux, et en même temps de faire en sorte qu'ils soient dans une solution un petit peu hybride avec un cadre qui les sécurise. Clara Meyer, directrice d'hébergement, logement sur le secteur de Lille à la Sauvegarde du Nord, et l'invité d'RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr. Vous venez de parler du plan logement d'abord. La ministre du Logement, Valérie Létard, s'est félicitée récemment d'un bilan très positif de ce plan. Ce sont ses mots. Elle a affirmé que 600 000 personnes sans domicile avaient pu retrouver un logement grâce à ce plan depuis sa mise en place en 2018. Est-ce que c'est des chiffres qui vous paraissent réalistes ? Ouais, pour nous, le public qui arrive en maison relais,
il est vraiment, comme je vous le disais, très éclectique et très nombreux. Et pour le coup, on a des listes d'attente qui sont assez importantes. Maintenant, pour nous, c'est vraiment l'ambition, c'est de pouvoir développer ce dispositif, trouver des terrains qui puissent accueillir des nouvelles constructions, ou trouver des bâtiments dans les communes qui puissent nous être confiés, ou trouver des immeubles chez les bailleurs qui puissent être transformés en pensions de famille. Quel est le modèle économique de ces pensions de famille ? C'est assez limité, entre guillemets, dans le sens où nous, ce qu'on identifie, c'est que selon les subventions qu'on touche de l'État pour ouvrir une maison relais, et pour avoir une équipe qui soit constituée de 2 travailleurs sociaux, donc on les appelle des hôtes en maison relais, il faut qu'on ait des structures qui réunissent entre 23 et 26 places, quoi. C'est un équilibre qui est assez ténu, mais qu'on parvient à tenir parce que justement, on a aussi tout ce qu'on s'appuie sur le droit commun, tout ce que les résidents peuvent aller chercher sur l'extérieur. Pour nous, l'idée, c'est vraiment pas de constituer un microcosme qui soit étanche au monde extérieur, mais au contraire de pouvoir s'appuyer sur la ville dans laquelle on est installé, sur les acteurs dans lesquels on est installé, et que les personnes puissent vivre en logement avec cet étayage et en même temps restent ouvertes sur la ville. Et dans ce cadre-là, on a des financements qui nous permettent d'avoir un équilibre tout à fait raisonnable. La stratégie logement d'abord, elle regroupe plusieurs dispositifs d'accompagnement en lien avec les collectivités territoriales, mais aussi des associations, des bailleurs, des propriétaires. C'est un peu tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Il avait été mis en place d'abord pour 5 ans, puis il a été renouvelé donc jusqu'en 2027. On compte plus de 300 000 personnes à la rue ou en hébergement d'urgence en France, alors qu'il n'y a que 25 000 personnes en pension de famille. Est-ce que ça paraît pas une goutte d'eau ? Non, en fait, ce qu'on cherche à ajuster aussi, c'est qu'il faut pouvoir avoir une réponse pour différents types de personnes. Une personne, par exemple, qui n'a pas de ressources ne peut pas arriver en maison relais. Il faut pouvoir être solvable et pouvoir payer un loyer. D'un certain côté, il faut qu'il puisse rester des hébergements aussi pour les personnes qui, à un moment donné, ont besoin soit d'un accompagnement plus renforcé, soit aussi de pouvoir restaurer une situation administrative ou budgétaire et qui ensuite pourront rejoindre un logement. Mais comment est-ce qu'on arrive chez vous ? À quel moment est-ce que, eh bien, dans l'aiguillage administratif, ces personnes rencontrent ce chemin qui va mener dans une pension de famille ? On a cherché à simplifier justement le chemin qui mènerait à l'hébergement ou au logement accompagné. Sur l'ensemble du territoire national, il existe des SIAO, Services intégrés d'accueil et d'orientation, autrement connu sous le nom de 115, ça désigne peu ou prou le même organisme, en faisant appel au SIAO, qui est encadré par la CMAO sur l'arrondissement de Lille. On peut être aiguillé, recevoir le dossier de demande de logement, recevoir des conseils pour savoir quelle est la solution de logement ou d'hébergement qui correspond le mieux à la demande et aux besoins de la personne à l'instant T. Vous avez fait du droit avant un master direction responsabilité dans le champ social et l'école des hautes études en santé publique, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Vous avez travaillé dans l'associatif lié à l'insertion, au logement, vous auriez pu faire plein d'autres choses. Pourquoi aller dans ce secteur où on a tout de même l'impression que la problématique paraît sans fin ? Déjà, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir œuvrer dans ce secteur-là d'une réelle utilité sociale, malgré que toutes les questions ne soient pas résolues. Et puis, vraiment, d'être à la rencontre de l'humain et de trajectoires de vie qui sont, somme toute, tout à fait impressionnantes. Et puis, je pense que justement, si on fait ce métier-là, c'est aussi pour ne pas se décourager devant la tâche à accomplir. On a parfois l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, mais on a aussi des victoires qui nous permettent... Enfin, concrètement, vous êtes aussi au contact quasi quotidien avec des fragilités de notre société, des marginaux, des petits, ceux qui sont habituellement un peu laissés sur le chemin, ceux qui n'ont pas de voix dans notre société. Ça paraît assez désespérant, non, finalement de se retrouver face à des situations qu'on ne peut pas trop améliorer. Est-ce que ça vous désespère pas ? Comment vous faites pour ne pas baisser les bras ? Justement, c'est tout à fait le contraire. En fait, on rencontre des personnes qui sont impressionnantes de par leur capacité de résilience aussi,
qui peuvent avoir des parcours de vie vraiment très difficiles et qui ont pu les fragiliser. On peut tout à fait comprendre comment, soit dans la solitude, soit dans la précarité, et de voir justement comment ces personnes-là peuvent se saisir à un moment donné de mains qui leur sont tendues ou de leur propre capacité pour se raccrocher et retrouver la vie qu'ils souhaitent. Ça, c'est le meilleur encouragement qu'on puisse trouver. À vous écouter, j'ai presque l'impression qu'on était parti sur ce que vous donnez, mais finalement vous recevez aussi. Dans des moments comme la journée qu'on a organisée pour la Semaine nationale des pensions de famille, on a vraiment beaucoup d'échanges avec les personnes qui ne demandent que ça, de rencontrer du monde, de parler d'elles ou de nous faire parler de nous, et puis vraiment de nous ouvrir la lucarne sur ce qu'elles pensent aussi de la société, du logement, des maisons relais, du travail social, et c'est comme ça que ça fonctionne. Un mot avant de conclure sur la sauvegarde du Nord, parce que c'est un grand mot, un grand concept. Donc il y a 1800 personnes, des professionnels qui y travaillent. On a du mal à cerner exactement ce qu'il en est. Une association qui regroupe depuis 1957, qui accueille et accompagne des jeunes, des adultes en difficulté psychiques, scolaires, familiales, loin de l'emploi, dans la précarité. C'est quoi la sauvegarde du Nord ? La sauvegarde du Nord, c'est une association dont l'ADN, c'est la protection de l'enfance. Et c'est de l'engagement de cette association au sujet des enfants qu'ensuite on a pu diversifier certaines activités un peu comme une tache d'huile, quoi. Et en fait, la principale activité dans l'association, c'est la protection de l'enfance, mais forcément, on ne peut pas aider les enfants si on n'aide pas leurs parents, si on n'aide pas les problématiques de santé, de handicap qui sont connexes avec celles-ci. Et la sauvegarde du Nord, c'est l'histoire d'une association qui s'est fondée sur les besoins de l'enfant et qui le reste, mais qui continue à se diversifier aussi avec l'évolution de la société et des problématiques qui se posent aux familles. Et la sauvegarde du Nord chapeaute combien de maisons relais ou de pensions de famille ? On en a 4, 3 sur la métropole lilloise et 1 sur le Douaisis. Merci beaucoup Clara Meyer d'être passée en direct sur RCF Hauts-de-France. Je rappelle que vous êtes directrice d'hébergement logement sur le territoire de Lille à la sauvegarde du Nord. Merci à vous. Merci. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.